La suite, pas LCI Midi, de LCI Direct. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est en direct évidemment et je voudrais qu'on parte en Ukraine. C'est une attaque d'une violence extrême, la plus grosse attaque aérienne depuis le début de cette guerre qui a eu lieu dans la nuit. Hélène Bonnet est avec nous. Merci Hélène de nous avoir rejoint. Marc Semo, bienvenue à vous. Journaliste spécialisé dans les questions internationales. Vous collaborez au Monde et à Challenge. 100 questions sur la géopolitique, publié chez Talendier. Le voilà votre livre, mon cher Marc, et le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes prof de stratégie à Sciences Po et HEC. Merci d'être avec nous, Général. Je vous le disais, une violence extrême, l'attaque la plus lourde en fait depuis le début de cette guerre, et surtout sur un lieu particulier, en l'occurrence un lieu de pouvoir. Florence de Jovigny, vous êtes à Kiev. Regardons cette image ensemble. Là, Florence, on est en plein cœur de Kiev. C'est le siège du gouvernement qui était en flammes. Oui, c'est la première fois qu'un bâtiment du gouvernement est visé. Il s'agit de ce bâtiment blanc juste là-haut. La frappe a touché le toit et les étages supérieurs, là où se trouve le bureau de la Première ministre. Ce matin, justement, sur les réseaux sociaux, elle a publié une vidéo à l'intérieur du bâtiment. On y voit des couloirs enfumés, des plafonds éventrés. On y voit aussi les pompiers. Alors, ce sont des images qui datent de ce matin, mais au travail, à la tâche, en train d'essayer d'éteindre ce qu'il reste de l'incendie. Elle parle de plus de 800 mètres carrés détruits. Et elle y voit la preuve, dit-elle, que Vladimir Poutine ne souhaite pas la paix. Et puis en fait, ce n'est pas une cible anodine. On se trouve à quelques centaines de mètres, juste derrière ces arbres du palais présidentiel. Alors à ce symbole s'ajoute aussi la démonstration de force russe, avec plus de 800 drones envoyés à travers le pays. Ça n'était encore jamais arrivé. Voilà, merci beaucoup Florence de Juvigny avec Axel Charles Messens. Florence nous parlait à l'instant de cette première ministre dont le bureau a donc été éventré. Elle s'est rendue sur place. On a les images justement. Regardez cette séquence qui est assez forte évidemment. Elle nous a été envoyée il y a tout juste quelques dizaines de minutes. Je suis Yulia Sviridenko, la première ministre ukrainienne. Je suis en ce moment même dans l'immeuble du gouvernement ukrainien. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, ils ont voulu détruire le centre gouvernemental de l'Ukraine au centre de Kiev. Vous pouvez voir les conséquences de cette attaque. Le feu a été maîtrisé dans l'immeuble. Nos services de secours continuent leurs efforts. Vous pouvez voir que la Russie ne veut pas la paix et ils ne sont pas prêts à des négociations. Nous appelons nos alliés pour nous aider à renforcer notre défense antiaérienne. Renforçons les sanctions contre la Russie. Créons ensemble des systèmes de garantie pour nous aider à stopper cet ennemi. Général, ces images, elles sont assez sidérantes, effectivement. Première fois qu'un bâtiment officiel est touché. Est-ce qu'il a été visé ou est-ce qu'il a été touché? Pour le moment, on n'en sait rien. Enfin, on nous dit, enfin, les Russes nous disent, mais c'est pas ça qu'on visait. On a visé des cibles militaires. En l'occurrence, là, c'est un signal super fort qu'envoie Poutine. Alors, effectivement, on peut en déduire un certain nombre de choses. D'abord, on est frappé, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la frappe la plus importante depuis le début de la guerre. Mais vous dites ça tous les 3 jours. Et donc, il y a une montée incroyable. On était à 400, à 500, à 600. La dernière, c'était le lendemain d'Anchorage, le lendemain de la visite avec 600, Donald Trump. C'est fou quand même. Et ça monte à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est un signe. Un signe d'abord que les Russes ont des munitions comme ils en veulent. 2, que la faiblesse, que la défense ukrainienne s'affaiblit. Ensuite, je crois que, et d'ailleurs on le voit, parce que si les Ukrainiens défendent Kiev, c'est ce qu'ils défendent le plus. Or, ça passe au centre de Kiev. Donc on voit bien qu'on a un affaiblissement qui n'est pas un bon signe. Ensuite, je pense que si les Russes avaient voulu détruire le palais, ils l'auraient détruit. Ils ont tiré 800 drones ou 810 missiles. Drones kamikazes et 9 missiles de croisière, 4 missiles balistiques. Les Ukrainiens ont neutralisé 751... Vous imaginez bien que s'ils concentrent ces armes-là sur Kiev et sur les édifices gouvernementaux, ils les détruisent. Donc ils ne l'ont pas fait. Donc ils auraient pu le faire. Et donc on voit bien que c'est un avertissement petit à petit et que probablement ça ira, là aussi, crescendo, avec une focalisation sur les organes gouvernementaux. On va faire un point peut-être avec vous, Brandon Warrett, merci d'être avec nous, parce que je disais tout à l'heure, on est au cœur de Kiev, on est très concrètement en plein cœur de Kiev. Vous avez les photos satellites, montrez-nous où on est exactement.
Bonjour Bénédicte. Déjà, on va regarder justement sur ces images évoquées par Florence de Juvigny tout à l'heure. On voit ces fumées qui s'échappent du siège du gouvernement ukrainien avec les pompiers qui sont mobilisés justement pour éteindre le feu. Vous l'avez dit, nous sommes à Kiev. On va voir avec cette vue aérienne et juste à quelques dizaines de mètres de la résidence officielle du président Zelensky. Les bureaux du président ukrainien sont à quelques mètres en dessous, à quelques encablures donc de cette résidence. Nous sommes également au cœur du pouvoir politique parce que juste à côté, il y a également donc 280 mètres précisément entre ces deux endroits, il y a le siège du Parlement parce que jusque-là, les bâtiments officiels de Kiev étaient épargnés par les attaques donc de la part de la Russie, la plus grande attaque aérienne de drones et de missiles depuis le début de la guerre, vous l'avez dit. Regardez cette vue aérienne un peu plus dans son ensemble. Là, nous sommes à moins de 3 km donc de la résidence. Le 28 août, il y a eu une attaque de drones et de missiles autour du siège de la délégation de l'Union européenne et notamment autour du bureau du British Council. Là, nous sommes, vous le voyez, à moins de 3 km et maintenant, on avance un peu plus près au cœur du pouvoir ukrainien. Et donc, vous le voyez, 805 drones et 13 missiles, c'est un record depuis le début de la guerre. Alors, il y a eu donc attaques notamment autour donc de Kiev et puis des régions comme Soumy, autour de la ville de Dnipro et de Kryvyi Rih et puis notamment de Zaporizhia. C'est une attaque importante. Le précédent record, le plus important, c'était donc le 9 juillet dernier, 728 drones et 13 missiles. La plupart avaient été interceptés par donc les défenses aériennes de la part de Volodymyr Zelensky. Attaque importante, on était aux alentours de 500 en moyenne drones et missiles envoyés sur Kiev. Ce sont donc des attaques plus régulières, plus intensives et maintenant Moscou qui attaque en plein cœur du pouvoir ukrainien. Merci beaucoup Brandon Noirette pour ces infos. C'est évidemment très intéressant toujours de voir comment ça y va crescendo. Effectivement, Marc Semo, j'ai quand même une question. Là, c'est le siège du gouvernement. C'était peut-être la maison de Volodymyr Zelensky qui aurait pu aussi être abîmée. Est-ce que, de votre point de vue, de la part des Russes, il y a toujours, enfin de Vladimir Poutine, il y a toujours une volonté d'atteindre physiquement le président ou un membre du gouvernement? Peut-être, mais pas encore nécessairement. Mais c'est évident qu'il y a une signalation d'escalade. C'est-à-dire la Russie ne veut pas le cessez-le-feu. Elle a réussi d'ailleurs à faire abandonner cette idée à Donald Trump. Et elle montre par tous les moyens qu'elle est dans une logique d'escalade, qu'elle peut faire plus et que si on n'accepte pas ces conditions, si les Occidentaux continuent à mettre en avant, avec la coalition des volontaires, un possible déploiement d'une force de réassurance après un cessez-le-feu qu'en tout cas lui ne veut pas, la Russie réagira, etc. Donc c'est une démonstration de puissance et effectivement, vous montez à chaque fois d'un cran. Ils auraient très bien pu viser le palais présidentiel. Je ne sais pas si actuellement, parce que normalement c'était la partie la plus protégée de Kiev. Oui. Mais déjà avant, quand j'avais été en Ukraine, je voyais que souvent ils n'étaient pas dans leur bureau parce qu'ils savaient que les bureaux pouvaient être ciblés et qu'ils tournent pour des raisons de sécurité élémentaires. Donc ça ne veut pas dire qu'ils veulent tuer Zelensky, mais ça veut dire qu'ils veulent montrer qu'ils pourraient le faire si c'était besoin, et ils veulent montrer cette détermination, et il n'y a aucune raison que ça s'arrête parce qu'ils font ces attaques, et je terminerai là-dessus, en 3 vagues. Il y a une vague d'abord de l'heure, une deuxième vague avec les drones qui effectivement font les dégâts et explosent, etc. Puis une troisième vague, une fois la route bien ouverte, avec les missiles. Donc il y a un effet de dévastation qui est évident, et c'est effectivement très frappant pour les Ukrainiens qui se disent mais ce qui devrait être la partie la plus protégée du pays, et ce qui a été le cas jusqu'ici, que Kiev était relativement épargné, et plus encore le quartier entre guillemets des pouvoirs politiques, maintenant ça l'est plus. Mais d'ailleurs, il y a aussi autre chose, Hélène. Alors vous étiez à Anchorage au moment de ces négociations, de ces discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Qui nous parlait, donc on s'était dit, les deux hommes vont se rencontrer, Zelensky et Poutine, et puis on travaille sur un cessez-le-feu. Et en fait, le lendemain, on avait eu une grosse attaque, et là, ça va crescendo. On a guetté toute la journée, enfin vous l'avez fait pour nous, une réaction de Donald Trump qui n'a pas réagi.
À un moment, il va falloir qu'il réagisse, cet homme-là, quand même. Alors, pour l'instant, c'est silence radio du côté des États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, Donald Trump n'a pas réagi, ni aucun des personnages de son entourage qu'on connaît, Marco Rubio, Steve Witkoff, ou même le général Keith Kellogg, qui est plutôt l'émissaire, qui est en relation aussi avec les Ukrainiens. Donc, pour l'instant, pas de réaction des États-Unis, et ce silence, il est assourdissant, parce que de l'autre côté, effectivement, vous avez des Européens qui ont réagi. Le premier, d'ailleurs, ça a été le président de la République, Emmanuel Macron. Il dit qu'il s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. Ça a été confirmé côté ukrainien. Il y a les mots, et on sent la colère ce matin de Volodymyr Zelensky, qui justement a aussi le regard tourné vers les Américains en disant: vous aviez dit à maintes reprises que vous alliez mettre des sanctions sur la Russie si elle n'acceptait pas de cesser le feu, si elle n'acceptait pas de revenir à la table des négociations. Il est temps de le faire, mais on voit qu'il y a beaucoup de mots côté européen, côté ukrainien, le regard tourné vers les États-Unis, et qu'encore une fois, rien n'avance. On a cette fois-ci un message très fort qui a été envoyé avec ces bâtiments du pouvoir politique ukrainien touchés. Il y a de nouveau aussi des victimes civiles, ce qu'il faut dire aussi dans ces attaques. Il y a 5 morts, dont 2 dans Kiev. Voilà, une femme et son nourrisson dont le lit s'est effondré du 6e étage. C'est les précisions données par le Washington Post. Donc voilà, l'horreur continue. Il y a une forme d'impuissance de la diplomatie pour l'instant, parce que rien ne bouge du côté des États-Unis. Alors on va voir les réactions, parce que vous évoquiez celle d'Emmanuel Macron. On va la voir dans un instant. Je voudrais d'abord vous montrer celle du Premier ministre britannique. Ils ont réagi, les deux hommes, à peu près au même moment, et c'était important. Voilà ce que dit Keir Starmer. Pour la première fois, le cœur du gouvernement civil ukrainien a été touché. Ces frappes lâches montrent que Poutine se croit impuni. Il ne prend pas la paix au sérieux. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons maintenir fermement notre soutien à l'Ukraine et à sa souveraineté. Poutine ne prend pas la paix au sérieux, donc ça on l'a entendu dans toutes les réactions européennes que vous avez aujourd'hui. C'est une phrase qui est récurrente, mais c'est une phrase qu'on a déjà entendue lors de précédentes attaques. On a envie de dire and so what. Oui, et puis c'est pas très nouveau on savait qu'il ne prenait pas la paix au sérieux. Mais encore une fois, dans toutes ces réactions, vous avez aussi le même réflexe, y compris chez le Premier ministre polonais. Enfin, tous les personnages qui ont réagi aujourd'hui disent maintenant il faut plus de pression transatlantique avec les États-Unis, c'est-à-dire que vraiment le réflexe européen, c'est de se retourner vers les États-Unis. Il n'y a plus de réponse du côté des États-Unis. Donc la question qui va se poser au gouvernement et chefs d'État européens, c'est qu'est-ce qu'on fait ?